Das ist Existenz zu viel. Ich möchte ja nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Et donc bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e épisode. Déjà, ça commence à aller très vite, on arrive doucement vers la fin du semestre. Donc ce 11e épisode, je disais, du Tambourin. Donc pour une séance un peu particulière en partenariat avec le Musée de Bretagne dans le cadre de l'exposition Mourir, quelle histoire. Donc aujourd'hui, le bonheur d'une famille détruite par la mort d'un fils aîné, c'est tout le synopsis de La Chambre du Fils, réalisé par Nanni Moretti et sorti en 2001. Lumia, je te laisse tout de suite commencer, vu que toi, tu connais bien Nanni Moretti, tu t'y connais pour le coup vachement bien en Moretti, etc. Je m'y connais, je suis une grande fan de son travail, effectivement. Mais bonjour à tous, d'ailleurs, on n'a même pas dit bonjour. Tu nous as pas parlé à nous. Non, mais c'est pas grave. Désolé, moi, vraiment, c'est la fin, moi je peux plus... On peut plus se voir. Voilà, on arrive vers la fin, qu'est-ce que c'est commencer à vraiment me sortir par le trou de balle, quoi. Non, vas-y, ouais. Alors oui, Nanni Moretti. Alors déjà, moi je tiens à dire que je suis extrêmement contente que ce film soit programmé. Parce que je tiens à dire que je l'ai présenté à l'atelier et que j'ai un peu dû batailler pour qu'il passe. Et il est passé, il est là et on l'a vu ce mercredi. C'était fantastique, j'en suis sûre, pour tout le monde. Donc Nanni Moretti, pour un peu plus d'informations sur sa petite vie, lui, une fois qu'il a achevé ses études, il se met en tête de devenir réalisateur et il va tourner en 73 ses 2 premiers courts-métrages. Il va faire Pâté de bourgeois et La Défaite, tous les deux filmés en Super 8. Il va tourner, interpréter, monter et développer lui-même ses films. Et d'emblée, en fait, on a son style qui se dévoile, son style singulier, où il va associer du coup une influence néo-réaliste avec filmer du coup des quotidiens, des tranches de vie, vraiment des expériences, mais en mettant une ironie, une observation psychologique et sociale. Il a beaucoup d'éléments autobiographiques, il questionne beaucoup l'intime, beaucoup de préoccupations politiques aussi. Moretti, c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement à gauche et même dans le Parti communiste italien, et il va vraiment donner des critiques de la société subjectives, donc lui, ce qu'il pense de sa société, mais à travers des films en mêlant du coup des préoccupations psychologiques, des destins et avec beaucoup, beaucoup d'humour. Donc même si là, le film qu'on a vu est pas si drôle que ça, il y a une certaine ironie dans ses autres films qui est très, très drôle. Donc il développe des œuvres d'autofiction, il va interpréter des alter-ego. En 1976, c'est son premier long-métrage qui sort, Je suis un autarcique, filmé en Super 8 et gonflé en 16 mm. Et c'est assez important pour le cinéma italien parce qu'avant les années 60, avant 70, tout ça, c'est un peu les années de plomb. Comme vous avez pu l'entendre dans l'oral de présentation du film, normalement. Un incroyable oral que tu auras. Voilà, on est sûr que cet oral est vraiment exceptionnel, il n'y a pas de problème là-dessus, vraiment. On espère. Et du coup, en plus, tous les grands réalisateurs en fait, sont décédés. Donc Visconti, Rossellini décèdent tous entre 74 et 78, un truc comme ça. Donc en fait, le cinéma italien perd tous ces grandes figures. Et alors juste pour revenir sur les années de plomb, pour expliquer un peu vite fait, c'est juste une période justement après-guerre où la société italienne, qui était encore un très très jeune pays, c'est un pays vraiment qui est arrivé assez tôt, qui n'a pas longtemps d'existence en fait. Il y avait une grosse instabilité à la fois politique et du coup il y avait des groupes d'extrême droite d'abord et ensuite l'extrême gauche s'est aussi ramené dans la partie. Donc beaucoup d'attentats, beaucoup de fusillades et aussi avec donc l'immigration italienne, etc. aux États-Unis. Il y a toute une espèce d'interconnexion en fait des mafias entre le continent américain, mais pas que, mais avec l'Italie, etc. Et du coup ça a créé cette période de grande instabilité politique où finalement il ne faisait pas bon sortir en plein jour. Carrément, donc déjà c'est tendu politiquement, ça va l'être économiquement, et le cinéma, il n'est pas non plus à son prime, étant donné que tous les grands réals meurent. Mais du coup, Nanni Moretti, il arrive, il fait « Je suis un autarcique », et c'est un peu un nouveau souffle pour le cinéma italien, parce que c'est une nouvelle patte, c'est quelque chose de nouveau, et en fait, c'est ça qui va déjà le concrétiser, lui, Moretti, mais en plus qui va donner un nouveau souffle un peu au cinéma italien. À la suite, en 81, il fait Sogni d'oro. Donc c'est une nouvelle réalisation qui obtient le grand prix du jury à la Mostra de Venise. En 83, il va mettre en scène Bianca, dans lequel elle interprète un professeur amoureux de Laura Morante, une de ses actrices fétiches qu'on a pu voir dans le film hier soir, qui joue du coup la maman de la famille. Ensuite, il va faire La messe est finie, Palombella Rossa, donc énormément de films, Journal intime aussi. Et Aprilé, et en fait, chaque film vont décrire une tranche de vie. Donc, par exemple, le journal intime, en fait, il va dévoiler qu'il est atteint de la maladie de Hodgkin.
je sais pas comment on prononce. Donc c'est une forme de cancer. Et il fait un film là-dessus où du coup il va juste se balader en Vespa dans toute l'Italie et est en mode je suis malade et c'est chiant mais vas-y la vie est là et puis c'est fantastique. Et il y a une Vespa et c'est trop bien. Et c'est trop stylé en fait. Dans ma tête c'est une trottinette sur l'affiche, c'est une trottinette non c'est pas ça? La trottinette c'est vers un avenir radieux. Ah pardon excusez-moi. Allez hop, moi je me rends Mais il aime beaucoup les roues, il aime bien se déplacer, Moretti, voilà, les scooters, les machins, les trucs, on est parti quoi. Dans Aprilé, il fait part de sa joie d'être papa. Et donc il est tout jeune papa et c'est ce qu'on voit dans le film. Et ce film aussi est juste c'est juste trop bien en fait. Regardez toute sa filmographie, c'est un bonheur ultime. Ensuite, et en 2001 du coup, il arrive avec La Chambre du Fils qui obtiendra du coup la Palme d'Or à Cannes. Et là, c'est vraiment la concrétisation du réalisateur. Déjà qu'il était connu avant et qu'il avait eu différents prix, et notamment grâce à Journal Intime, il a eu un prix à Cannes, donc le prix de la mise en scène, et ça lui permet d'atteindre une notoriété internationale. Par la suite, il enchaîne ses films, donc Aprilé, donc La joie d'être papa, mais aussi le contentement d'assister à la victoire de la gauche aux élections. Donc ensuite, il va fonder sa propre société, la Sacher Distribuzione. Pardon pour l'accent pas italien, parce que je parle pas italien. Il va être spécialisé dans la distribution de films d'auteur. Et je trouve ça assez intéressant, étant donné que nous, à la fac, etc., on a quand même appris à certains films qui ont une importance. Et c'est notamment une séparation de Asghar Farhadi, donc film iranien, que c'est notamment grâce à la société de Moretti que ce film a pu voir le jour. D'accord. Okay. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est considéré comme un assez gros film, un film assez important, une séparation. Je ne l'ai pas vu encore, mais... Je me souviens que... Ah bah Moretti, il est juste en producteur de fond, c'est bon, ça va. Et alors tout ce qu'il fait, normalement, tu dois être absolument... Oui, je devrais. Je m'y mets. En rentrant chez moi, je regarde évidemment tout. Tout. Et donc, La Chambre du Fils, pour revenir un peu plus au film, donc c'est le drame intimiste qui raconte la manière dont une famille de la classe moyenne réagit après la perte de son fils adolescent. Donc c'est un film qui est assez brutal, très tragique, mais qui est magnifique, vraiment. Donc pour revenir un peu sur la filmographie de Moretti, donc il va de célibataire marginal dans Je suis un autarcique à jeune père de famille, à porte-drapeau du cinéma italien. Et on voit que Moretti il accorde une plus grande place à la famille et à la mise en scène. C'est vraiment un point central dans ses films. Même si, une chose aussi très importante, c'est comment le cinéma va arriver à suppléer la politique et se sert d'instruments de précision avec le comique, les gags, les points de suspension, les dérapages, etc. Le jeu de langage, en fait, il va critiquer un peu les impasses de la politique italienne, de son regard à lui. Et c'est pour ça aussi que c'est assez... Il y a une ironie qui n'est pas insultante ou qui pourrait être un peu dans le rentre-dedans, très politisée, mais il y a une forme de militantisme quand même qui est assez intéressante et qui est très bien placée, qui est très joliment mise en scène, je trouve. Donc pour revenir un peu sur le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, déjà ? Waouh. Je ne l'ai pas vu, je ne parlerai pas. Alors ouais, moi je l'ai vu là ce soir au Tambour. Non, pas du tout, c'est faux, on enregistre ça bien en avance évidemment. Tout est mensonge et absolument. Nous parlons du futur. C'était incroyable, vraiment. J'ai jamais vu un film comme ça, mais en fait tout simplement. Non, pour être plus sérieux, j'avoue que moi j'avais vu du coup pour vous expliquer, quand on programme les films etc. On les regarde tous un peu de notre côté. Moi j'avais vu La Chambre du Fils et je me suis endormi devant. Et je me suis réveillé à peu près justement au moment où il y avait l'enterrement. Bon, ça fait sacré changement d'ambiance quand tu vois le début du film et puis d'un coup tu te réveilles et puis c'est vraiment tout le monde est déprimé et d'un coup tu sais pas, un peu tu comprends pas trop pourquoi et puis tu recales, ah oui c'est vrai que c'est ça le scénario du film. Non, j'avoue j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais je me souviens quand même que ce passage de l'enterrement, pour avoir vécu quand même quelques enterrements assez on the spot, hein, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un grand respect quand même de comment il montre notamment comment il place sa caméra par rapport au cercueil. Ouais, carrément. Et par rapport du coup à l'audience et tout ce qui se passe. Enfin, même si voilà, j'ai pas spécialement apprécié, ou enfin j'avoue que ce film, voilà, c'est un peu osef, on va pas se mentir, mais j'attends justement le revoir au Tambour. Parce que, en général, je préfère les films les voir de toute façon sur grand écran. Mais je peux comprendre parce que c'est vrai que en termes de récit, etc., ça reste assez
plat dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action, beaucoup dans... C'est même pas de la contemplation, je trouve, c'est juste une vie banale. Une vie banale, t'as pas forcément envie de la filmer. Ça, oui, voilà, c'est ça. Mais ça reste très intéressant, justement, dans le décalage que tu dis entre, du coup, la première partie du film où c'est la famille épanouie et la deuxième partie où c'est l'enfer sur Terre. Et je suis d'accord avec toi que la scène de l'enterrement, moi, c'est aussi une scène qui m'a marquée par aussi sa longueur, en fait. Elle est très, très longue, mais parce que chaque détail est montré de l'enterrement. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu insisté pour le mettre, parce que dans le cadre du partenariat de comment filmer pas comment filmer la mort, mais aussi comment vivre avec, comment les vivants vivent leur relation au deuil, exactement. aux personnes qui sont parties, comment on ritualise en fait tout ça. Ouais, exactement, parce qu'en soi, la tristesse de la mort, elle est pour les vivants et pas pour les morts. Bon, les morts, ils sont morts, c'est ciao quoi, donc ils sont plus là, et puis voilà. Mais c'est pour les vivants, et comment on fait pour vivre après une perte dure comme ça. Surtout que là, c'est pas n'importe quoi comme perte, c'est la perte d'un enfant. Et c'est quand même une des plus grosses dévastations qui existent, de perdre un enfant. Et c'est ça, en fait, chaque plan l'absence d'Andrea, du coup, du fils qui va décéder, va être remplie, son absence remplit chaque plan, pardon. Et c'est assez rigolo de voir comment chaque personne, en fait, réagit, parce que chaque personne du film et de la famille réagit différemment. Donc on a le père qui est impuissant, qui est abattu, qui se sent responsable et qui perd la capacité à écouter ses patients, parce que du coup il est psychanalyste, et c'est aussi ce décalage-là où en fait il vit le bonheur absolu avec sa famille et il écoute le mal-être de ses patients, et il vit dans une espèce d'ambivalence comme ça. Et là en fait c'est lui qui va être aussi dans un mal ultime, et en fait il arrive même plus à exercer son métier. Et c'est aussi en fait, et c'est tout ce processus psychologique qui fait Nanni Moretti, c'est toujours d'aller vers... C'est ce qu'il disait dans une interview à Cannes, c'est qu'il voulait vraiment filmer une tranche de vie. Entre deux danses sur scène, anecdote. Regardez tous la vidéo de Nanni qui danse au Festival de Cannes 2023. Exactement, qui fait l'avion. Où tu étais, parce que tu t'es rendu au Festival de Cannes. Oui, bien sûr, à Cannes. Excusez-nous, Madame Mia. On est la plèbe du festival, mais on y va pour regarder les films. On n'a pas de thune, on a un petit badge et on a un costard acheté à Emmaüs. Ce n'est pas du tout du vécu, mais c'est pas grave. Non, je rentre à l'appartement, je mange des céréales à 3h du mat comme tout le monde. Voilà. Excellent. Mais du coup, sa danse, elle est fantastique. Et je trouve qu'on rigole beaucoup pour la mort. Sur la mort, sérieux, c'est vrai. Mais justement, il faut un petit peu démocratiser le tristesse. Non, on rigole pas, c'est la mort. Pourquoi pas. Sérieux. Et pourquoi pas. Allez. Et avec tout ça, moi, je sais plus ce que je disais. Oui, à Cannes. Oui, pardon, Moretti a dit justement qu'il voulait, lui, ce qu'il se trouvait intéressant, c'était de mêler cette histoire tragique par rapport à un personnage qui est psychanalyste et du coup qui est un peu habitué, on va dire, à devoir gérer des mal-être, des problèmes, etc. Et lui, en fait, comment tu fais quand c'est toi qui vas mal, mais que tu dois assurer pour le mal-être des autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, totalement. Mais et du coup, c'est assez intéressant. Donc le papa est complètement dévasté, évidemment. Irène, ça c'est la sœur, du coup le deuxième enfant. Elle va se refermer beaucoup sur elle-même, elle va s'extérioriser parfois violemment, notamment dans les matchs de basket, on le voit. Et Paola, la maman, elle est obsédée en fait par une découverte qu'elle a fait dans la chambre de son fils, comme on l'a vu, c'est que Andrea avait rencontré une fille de son âge, Ariana. Et en fait, la maman, Paola, va commencer à correspondre avec cette fille-là pour essayer de déjà la prévenir que son amoureux est décédé, mais en plus pour essayer de garder un lien. Et Ariana va leur rendre visite et ça va être un petit peu la chose qui va leur donner envie de vivre et de continuer. En fait, c'est un peu le renouveau, le souffle aussi pour cette famille, cette Ariana. Et comme on l'a vu quand la dernière scène, moi je la trouve fantastique, ils ont presque du mal à se séparer alors qu'ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment le fait que Ariana s'en va et qu'elle va vivre sa vie et qu'elle passe entre guillemets à autre chose, mais on va dire qu'elle prend un nouveau départ, et ça va être la même chose pour la famille malgré la douleur qui est présente. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est fantastique. Il y a tout ce qu'il faut pour rire, pour pleurer, pour être ému, mais chacun à sa façon, pardon. Et voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous je repense beaucoup à ce que tu dis sur justement le fait que ce soit un psychanalyste. C'est important déjà le fait que ce soit un psychanalyste et non un psychologue. Parce que du coup, la différence, je ne suis pas expert, mais il me semble que la psychanalyse, c'est plutôt vraiment décortiquer la vie de quelqu'un pour essayer de localiser qu'est-ce qui a pu
engendrer des traumas, alors que la psychologie, c'est un peu plus discuter, un échange, voilà. Donc, ça fait que, du coup, le personnage de Moretti, il est vraiment dans une position, j'allais dire supérieure, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, vis-à-vis de ses patients, il est plutôt distant. Et du coup, là, effectivement, vu qu'il y a un malheur qui le frappe violemment, en fait, ça fait que intérieurement, il se rapproche en fait de ses patients. Et ça fait que du coup, son boulot de psychanalyste se retrouve complètement changé, en fait, puisque si tu dois garder une position objective, neutre, le plus éloignée possible pour éviter que justement tu te sois aussi contaminé, parce que c'est important, contaminé, tu sois aussi touché par ce que arrive à tes patients. Mais là, en fait, ça fait qu'il perd un peu toutes ces digues de garde-fou en fait qui l'empêche de donc et du coup ça fait que tout à l'heure on parlait de justement ces influences néo-réalisme italien, etc. Et en fait faut savoir que notamment en film de Rossellini dans Allemagne année 0, on a quand même la mort, attention spoiler, d'un enfant de manière assez violente en plus qui se suicide, je le dis. Mon Dieu, on avait dit le spoil, attention. Ouais. Non, on avait prévenu qu'il y avait un spoil. C'est un geste assez fort de faire mourir un enfant au cinéma, à l'écran. Déjà, de base. C'est un geste quand même qui est grave. Et donc, Rossellini le fait. Visconti va le faire dans L'Innocent. Qui c'est qu'on a d'autres ? On a Volte-Face de John Woo aussi. Mais il y a quand même la mort des enfants, elle est toujours accompagnée d'une valeur fondamentale. Soit on croit, soit on désespère en l'humanité. Mais c'est pas juste on fait mourir le gamin pour le faire crever. Et c'est pas et souvent c'est pas dans un geste de c'est le héros principal qui meurt dans épiquement machin. Non, c'est un enfant qui meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Comment tu perçois l'humanité et comment tu perçois aussi la vie ? Parce que là, c'est ce que Nanni Moretti présente dans son film, c'est qu'il y a deux extrêmes qui sont montrés, vraiment l'enthousiasme et l'harmonie d'une famille, et vraiment la vie juste, vraiment c'est vraiment juste ça, et la vie qui impose quelque chose. Tu peux pas décider de oui, non, merde, et elle arrive, elle te pose ton machin, et t'es en mode bon, d'accord, la vie c'est de la merde, la vie est une connasse, et peut-être, mais du coup, comment tu fais pour ensuite aller continuer après en fait et c'est un peu du coup ce que va montrer Nanni dans son film là par rapport surtout que qu'est-ce que j'ai non, c'est Nanni pour les autres. Ah oui, je l'appelle Nanni, bon écoute maintenant c'est la famille, c'est la famille, ça rend trop chou. C'est mon oncle spirituel. J'aimerais lui faire un câlin juste parce que je suis sûre qu'on se sent mieux, j'en suis convaincue, c'est la douceur incarnée ce monsieur. Et pourtant, il élude de rien de la violence du deuil dans son film. Il nous la met face à la tronche et on est en mode waouh, ok, c'est dur de ouf. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc il y a vraiment la scène des funérailles qui est longue, mais on passe par toutes les étapes du deuil, on va dire, de la famille. Et c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Et non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est super en tout cas. Merci Mia. Avec plaisir. Pour le coup, j'ai très envie de le voir. C'est ça maintenant. Ah, j'avoue que au début j'étais un peu en mode on va revoir le film. Allez, c'est parti. Mais là, tu me redonnes un petit peu envie quand même. Ouais, parce que je pense qu'il faut. Enfin, c'est dans le film en lui-même, je sais pas, chacun a sa propre sensibilité, mais c'est vraiment dans le fait de montrer que c'est inévitable. Et puis c'est brutal, qu'est-ce que c'est brutal, et c'est ça qui moi m'a flingué, c'est de voir, et c'est même pas tellement la mort du mec, parce qu'on a même pas le temps de s'y attacher en fait au gamin, c'est vraiment juste de voir la famille qui est complètement impuissante et qui est complètement désespérée, et je trouve que c'est le truc le plus émouvant du film. J'espère donc que vous avez prévu des mouchoirs parce que ça va chialer, c'est moi qui vous le dis. Ça va être une bonne chialade. Ça a dû chialer. Oui, ça a dû chialer dans les chaumières, je pense. Très bien. Merci Nanni. Merci Nanni. Et maintenant qu'on a parlé d'un film qui donne bien envie de se tirer une balle, parlons d'un film qui donne envie d'aimer notre condition de créature mortelle, vous l'aurez compris. On va donc vous parler des Ailes du désir de Wim Wenders, sorti en 1987. Juliette, je te laisse la parole. Exactement, donc sorti en 1987, il dure 2h02. Voilà, donc c'est un bon petit stécos, quoi. Voilà. Et il est réalisé par Wim Wenders, j'ai réussi à le dire. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique, que vous connaissez sans doute assez bien. Pour un léger petit rappel, voilà, Wim Wenders, c'est un Allemand. Et il est notamment une figure importante du mouvement du nouveau cinéma allemand, qui a une volonté un peu de libérer les auteurs et de faire un truc un peu plus intimiste, un truc un peu plus moins conventionnel, on va dire ça comme ça,
qui est un cinéma aussi qui sort beaucoup, et la patte de son cinéma va vraiment se confirmer dans 2 films, notamment Alice dans les villes en 1974 et celui qui arrive avant Les ailes du désir, qui est Paris, Texas, qu'il a tourné aux États-Unis en 1985. Paris, Texas. Quelque chose comme ça, ouais moi j'ai pas la date en tête. Bon, ça doit être ça. Et donc avec Paris, Texas, c'est un de ses plus gros succès, Les ailes du désir. Donc Les ailes du désir, c'est l'histoire, du coup on va découvrir 2 anges, Damiel et Cassiel, surtout un d'entre eux qui est joué par Bruno Ganz, un truc comme ça. Bon, c'est les Allemands, hein. Wow. Bruno Ganz. Bruno Ganz. Ja. Et donc en fait, ce sont des anges qui sont là depuis toujours, comme tu l'as dit, Sofiane, et qui sont là pour écouter un peu les mots des humains, et ils ont accès à leur voix intérieure, à leurs problèmes, et ils essayent parfois de les toucher et qu'ils aillent un peu mieux. Et puis des fois, ils font le constat de petites choses un peu rigolotes qui se sont passées. Mais on a vraiment l'impression que c'est vraiment 2 dépressifs dans un Berlin-Ouest, parce que vraiment, bon, voilà, c'est pas foufou quoi d'être un ange en fait. Du coup, Damiel, l'ange qu'on va pas mal le suivre, en a un peu marre de son éternité, et veut en fait un peu devenir mortel. Il s'ennuie, quoi. Il s'ennuie carrément, et donc voilà, on va les voir déambuler et avoir cette dimension-là un peu métaphysique de crise existentielle qu'on retrouve dans beaucoup de ces films. Et ça va être tourné dans un Berlin-Ouest, de fin de guerre froide, et je trouve que cette ambiance, elle est vraiment importante dans le film, parce qu'on est vraiment dans ce truc de fin de quelque chose qui a duré une éternité, donc une éternité comme ce que vivent les anges. Un truc en plus assez spécial, parce que la guerre froide, on préfère qu'il n'y ait pas de mort, mais la guerre froide, c'est ce truc un peu de on sait pas qui attaque, quand est-ce qu'on attaque. Et surtout que la guerre froide, ça a mené à tout ce qui a été conflit parallèle, c'est-à-dire la guerre de Corée, le Vietnam, la guerre en Afghanistan, tout ça, c'est lié à la guerre froide. Donc quand on dit qu'il n'y a pas eu de mort dans la guerre froide, c'est faux. S'il y en a eu des milliers, des millions, c'est juste c'était pas sur des pays en Occident, oui, c'était pas occidentaux, donc et puis même l'impact que ça a eu quand même sur l'Allemagne et Berlin, surtout cette guerre froide avec le mur, etc. Oui, parce que là ça se passe du coup le film 2 ans avant 2 ans avant la chute du mur, donc il y a ce truc un peu de fin de quelque chose un peu bizarre qu'il a pressenti du coup, parce que il a fait son film bien avant du coup que ça tombe, et il a pressenti qu'on arrivait sur la fin. Visionnaire le mec. Et du coup voilà, il y a cette part de réalisme qui est assez forte, et du contexte réel du film qui du contexte réel de la vie qui impacte vraiment le film, que ce soit par de vraies apparitions de vraies personnes qui existent, genre par exemple le chanteur Nick Cave qui fait un concert dans le film, ou que ce soit l'acteur Peter Falk qui joue son vrai rôle et qui est reconnu dans la rue en mode mais c'est pas Columbo. Les gens sont en mode mais si, c'est Columbo. Et en plus Peter Falk, il vient à Berlin pour tourner un film sur la chute des nazis en 1945, de la capitale nazie. Et donc on a vraiment ce truc-là qui est très présent aussi dans le cinéma allemand. On le voit dans plein de films, même encore actuellement. Ce truc de revenir sur son passé, qu'on fait pas mal la RFA. Ouais, c'est ça, c'est quel regard tu portes sur ton propre passé. Et ce qui était du coup rigolo, c'est que rigolo, non, mais je veux dire l'anecdote, on va dire, du fait que vraiment la RFA, donc la République fédérale, dis RFA, c'est bon. La RFA, donc Berlin-Ouest, le bloc un peu capitaliste, clairement. Oui. Ils ont vraiment essayé d'accepter. Il y a cette façon d'assumer son passé et les erreurs qu'ils avaient pu faire, les atrocités qu'ils ont pu faire pendant la guerre, notamment avec l'Allemagne nazie, par rapport à la RDA, du coup, le bloc Est communiste, qui eux ont réfuté toute responsabilité et qui ont vraiment joué la carte du fait qu'ils sont communistes. Donc ils sont anti-capitalisme, et en fait si on est capitaliste, on est forcément fasciste. Donc comme nous, on est communiste, on peut pas être fasciste. Donc on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Logique. CQFD, on n'a rien à voir là-dedans. Allez, hop. Et du coup c'était vraiment le truc de non, nous on n'a rien fait. Non, on n'a rien fait, on est gentils nous. Bon vous l'êtes peut-être maintenant, mais il faut assumer son passé, quoi. Voilà, petit point géopolitique de Mia, merci beaucoup.
Le point politique du contre-Uno. Ça fait ça. Mais du coup, voilà, il y a vraiment c'est imprégné par le contexte que l'on voit là. Même dans la manière dont le film est fait, on ressent que voilà, Berlin est encore une capitale un peu internationale, que ce soit donc par Peter Falk, qui est un peu le représentant d'un monde plutôt anglophone, Wim Wenders, qui est plutôt du coup allemand, et puis l'assistante réalisatrice du film, c'est Claire Denis, donc une Française, c'est pas rien. Au-delà du coup de toutes ces questions-là de contexte, ce qui est assez marquant du coup pour en revenir à la mort, c'est que ce film donne envie d'être mortel, comme tu l'as dit, Sofiane, parce qu'en fait on voit bien que l'ange, il a passé l'éternité à écouter les humains, à se rendre compte que la vie c'est dur, que les gens ont des problèmes d'ordre matériel, d'ordre psychologique, des problèmes existentiels, des problèmes de perte, de deuil, mais qu'il continue à vivre, et en fait malgré ça, malgré les maux des humains, eh bien, il souhaite quand même devenir un mortel. Et il souhaite aussi devenir mortel parce qu'il va rencontrer aussi l'amour. Il va rencontrer une trapéziste dont il va tomber amoureux. Et c'est ce qui va vraiment le pousser à vivre, en fait. Et cette question-là d'amour, elle est aussi pas mal aussi dans le film de Nanni Moretti. Carrément. Où c'est grâce à la sœur, l'amoureuse copine, du décédé. Comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, c'est assez beau. Donc, ça donne conclusion, les femmes donnent envie de vivre. Exactement. Voilà. Allez, Drop the mic. Allez, hop. Waouh. On peut pas les drop là parce qu'ils sont sur les pieds. Oui, c'est vrai. Si on les drop, tu vas avoir mal aux oreilles. Ah, Mais... j'allais me flinguer les oreilles. Bon, imaginez-le. Mais du coup, voilà, c'est assez beau. Au-delà de ça, donc ça nous donne envie de vivre, ça nous donne envie d'être mortel, parce qu'en fait, juste le fait qu'il y ait une fin, ça nous rassure et ça donne un sens aux choses, parce qu'en fait, comme les choses ont une fin, eh bien, il faut en profiter. C'est peut-être un message qui peut être un peu cucu, tu vois, mais je pense que parfois, on a besoin aussi de messages un petit peu qu'on sait, mais on a besoin de se le rappeler un peu. Parce que je pense même que là, le fait de dire oui, il faut profiter des choses, c'est devenu un peu lunaire, en fait, de penser à ça. C'est un espèce de truc qui est pas concret. Alors qu'en fait, si tu mets vraiment les mots sur la table et dire profiter de là ce qu'on fait parce que en fait, ça va être fini, c'est bien de le rappeler, je pense, comme tu dis, c'est que ça fait un petit rappel de dire oui, en fait, oui, il va y avoir une fin au bout d'un moment. On sait pas quand, on sait pas comment, mais il y aura une fin. Donc autant le faire à fond. Le film donne carrément ça. Ouais. YOLO. Mais en fait, c'est peut paraître cucu, mais en même temps, j'ai pas trop de souvenirs du film, surtout que c'était dans un contexte un peu particulier que j'avais vu. Mais en fait, j'ai l'impression que l'ange d'Amiel, c'est ça ? On pourrait pas dire que c'est un petit peu l'alter ego de Wim Wenders en quelque sorte, qui pose un regard comme ça sur le monde des humains et qui... Enfin, je dis pas qu'il se considère comme supérieur aux humains, mais je veux dire qu'il porte un regard sur ses congénères là, mais à travers le regard du coup d'un ange du coup qui écoute, qui vraiment veut montrer qu'en fait c'est en écoutant et en essayant de vraiment essayer d'aller toucher les gens, comme tu dis, au plus profond d'eux-mêmes, qu'on peut réussir peut-être à parler à leur fort intérieur. Et en fait, c'est un peu ça le but de l'art. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a vraiment un discours assez méta un peu. Oui, genre, même par exemple le fait qu'en gros, il y a que les enfants qui voient les anges dans le film. Et nous. Ah, ça, j'avais oublié ça. Il y a que les enfants et nous. Ouais, et je trouve ça assez beau aussi de ce rapport-là de les gens qui voient ces gens-là très doux, très, très attendrissants, que ce soit par leur jeu d'acteur et la manière dont ils viennent voir les autres. Peut-être que c'est l'innocence. Les enfants n'ont pas encore été face à... il y a des enfants qui sont pas sympas et l'enfance de tout le monde n'est pas super joyeuse, mais il y a quand même en général... Cette dimension-là de naïveté et de pas devenir tout de suite un adulte triste. Ouais, puis c'est un peu la considération qu'en fait, t'es un enfant, donc tu peux encore te construire. Du coup, t'es pas encore accablé de tous les malheurs, de tout machin, parce que tu peux encore aller vers autre chose. On va dire t'as le temps. En tant qu'adulte aussi, en soi, mais moins parce qu'on rentre dans un circuit de... il faut faire des choses, il faut faire machin. Alors qu'un enfant, il y a un peu ce truc de liberté, c'est pas pour le cas pour tout le monde évidemment, mais je veux dire il y a quand même ce truc de naïveté, d'innocence qui est une belle métaphore, je dirais, du coup, du fait que ce soit qu'eux qui puissent voir les anges. C'est grave beau. Puis du coup, oui, ce que tu dis sur le fait qu'il y ait les enfants et nous, spectateurs, en vrai, c'est hyper intéressant, je trouve, effectivement, parce que du coup, ça nous met soit à la place des enfants, et je pense pas que Wim Wenders cherche à nous infantiliser,
plutôt peut-être les enfants sont quand même vachement aussi observateurs, enfin, c'est ça, dans le sens où les enfants font vachement attention aux autres et sont encore dans ce truc de découverte et veulent imiter c'est ça. Et aussi les enfants quand on est enfant on est beaucoup plus dans le ressenti des choses que sur l'intellectualisation et essayer de chercher comprendre un sens, etc. Comme tu disais tout à l'heure, en fait la complexité du monde elle est pas encore tombée sur les épaules, et même si tu vis des choses assez traumatisantes en fait tu te construis avec ça, et en fait c'est plus tard en fait que ça te revient dans la gueule, mais en tout cas ça dépend de l'échelle du trauma, bien sûr. Après tout passe par les sentiments, et ça c'est vrai pour un enfant, c'est que tout va passer par ça va le mettre en colère, ça va le rendre triste, ça va le faire rire, et justement un enfant qui vit un trauma, en fait ce qui est compliqué à gérer pour lui, ça va justement être ses émotions pendant très longtemps en fait, parce qu'il va pas, en fait il ressent quelque chose qui le pèse, mais on a beau lui expliquer que c'est sûrement à cause de ça, de quoi que ce soit d'autre, en fait tu as beau essayer de faire rationaliser un enfant, c'est trop compliqué, parce que voilà, ils sont pas, je sais pas qu'ils sont cons et qu'ils comprennent rien, au contraire. Un enfant c'est extrêmement intelligent, on croit que les choses lui passent dessus, alors qu'en fait non, pas du tout, il intègre tout, c'est juste qu'il, comme je disais, il l'intellectualise pas, quoi. Mais je suis assez d'accord, et puis je trouve ça beau du coup le fait que ce soit les seuls à avoir les anges, et je le vois un peu aussi comme une espèce de leçon. Comme un enfant va aussi imiter en fait l'adulte, comme c'est son référent, et il y a ce truc de s'il voit les anges, qu'il voit qu'en fait l'ange il est bienveillant, il est dans aller vers l'humain et d'aider. Je trouve que ça donne un peu une leçon aux enfants aussi, d'être en mode, et même à nous spectateurs, d'être en mode venez, on est gentils les uns avec les autres, venez, on est bienveillants, et la vie ça se passera sûrement bien, tu vois. Tranquille. Il nous donne un peu une leçon, je trouve, Wenders là-dessus, d'être venez, soyez gentils là. Et du coup on peut peut-être même revenir sur cette idée que ce soit des anges. Enfin, la figure de l'ange, c'est plutôt dans le christianisme, il y a dans toutes les religions monothéistes, mais surtout le christianisme. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous pensez? Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme une espèce de remettre, comme tu dis, en fait, s'aimer les uns les autres, le message d'amour qui est initialement porté par les religions, quoi, qui a un peu été perverti pendant très longtemps. Et là, en fait, ça veut dire qu'on en fait c'est une créature, du coup, un peu fantastique, machin, qui... Voilà, mais en fait... j'avoue, je sais pas où je vais avec cette analyse, mais en vrai, les anges, je trouve que là-dedans, ils sont quand même vachement rendus moins folklore, enfin dans le sens où ils sont, c'est ça que je veux dire, ils ont des longs manteaux noirs, enfin tu le croises dans la rue, si tu peux le voir, t'as juste l'impression que c'est un type qui va bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas l'ange avec les petites ailes qui est à poil et qui est en mode ouh, c'est moi l'ange, j'ai une petite flèche, Cupidon, pouf. C'est pas la perfection. Ouais, c'est ça, c'est pas le séraphin tel qu'on peut l'imaginer, avec des ailes. Il y a un moment où on le voit avec des ailes quand même. Mais en fait, sur ce plan-là, on a plus l'impression que c'est un gars qui va se jeter par-dessus bord plutôt qu'un ange, quoi. Parce que je pense qu'il y a aussi cette volonté de mettre une part de réalisme aussi, c'est un ange, donc on est sur une dimension un petit peu plus. J'ai même pas le terme, mais conscience de, je sais pas, religion, de foi peut-être, plus la foi que la religion, à la limite. Peut-être, aussi. Mais qu'on met une part de réalisme en mode, c'est pas non plus les bambins à poil dans les nuages, quoi, genre pas déconner. C'est un peu ça peut être une personnification de la relation qu'on a chacun avec Dieu, ou tout ce qu'on peut appeler Dieu, en fait, parce qu'on a tous et toutes plus ou moins une entité un peu puissante, on sait pas trop imaginaire. Je pense que même quand on est agnostique, athée à fond, on a quand même ce qui te fait vivre, en fait, ce qui te fait avancer, ce qui te fait prendre confiance en soi, ce truc. Ça peut être le destin, le karma, Dieu, machin, l'univers. C'est à la fois en quelque chose, je pense. La conscience, moi le film m'avait beaucoup fait penser à du coup La vie est belle de Frank Capra. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Non. C'est justement, en fait, c'est un peu le même scénario. C'est un gars du coup qui il est, alors faut que je le résume le plus simplement possible. Alors en fait, il vit dans une ville où il a un boulot, il a une femme, etc. Enfin, tout va bien dans sa vie, mais en fait, un jour, il commence à y avoir de plus en plus de merde, et en fait, il commence à se dire, mais en fait, j'aurais préféré ne jamais exister. Et en fait, c'est là que du coup, il y a en fait, au tout début, il y avait des espèces d'étoiles, en fait, littéralement un plan sur une galaxie, imaginez ça. Et en fait, il y aurait 2 étoiles qui s'illumineraient pour parler, machin. Et en fait, c'est des anges ou slash ce que tu veux, quoi. Et en fait, ils vont envoyer du coup, je crois qu'il s'appelle Mercredi en plus, le gars, je suis pas sûr, mais en gros, il y a un ange qui va du coup sur Terre, qui donc va aider du coup ce jeune, et en fait va notamment lui faire prendre conscience que s'il n'avait pas été là, voilà à quoi ça aurait ressemblé la vie si tu n'avais pas été là. Et en fait, c'est encore plus la merde. Et après, quand il revient dans son monde,
on est trop contents parce que du coup on a vu que c'était trop déprimant et qu'il était vraiment trop triste de pas avoir existé, machin, enfin pas lui mais les gens autour de lui, que c'est vraiment terrible, etc. Et voilà, et en fait du coup le parallèle avec c'est comme ça cet ange qui descend sur Terre pour aller remettre un peu en perspective la vie des gens, c'est ça qui me fait penser justement à cette idée de comme tu disais, l'univers en fait. C'est finalement l'univers, moi je trouve que c'est un peu, enfin là on digresse de fou, mais pour moi l'univers c'est vraiment genre Dieu, enfin ça peut être aussi une forme de Dieu, c'est-à-dire que une force créatrice qu'on saurait définir, qui est là et qui rythme le fait qu'on est là et on ne sait pas l'expliquer. Voilà, c'est beaucoup parce que c'est propre à chacun, en fait, ça se matérialise de façon totalement différente en fonction des gens, mais c'est dans cette idée-là qu'il y a quelque chose, quoi. On n'est pas juste là sur Terre et basta. Moi, j'avoue que c'est pas mon cas, enfin, j'ai pas de foi en quelque chose, en vrai, particulièrement, mais je peux capter qu'il y a, je sais pas si c'est un besoin ou un peu une espèce un côté rassurant de croire en quelque chose, tu vois. Je sais pas parce que je le vis pas, donc je peux pas comprendre, tu vois. Mais je trouve ça assez beau. Et ce que tu disais, Sofiane, par rapport au que c'est peut-être l'ange, une réincarnation de Wenders, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, comme on disait, il y a ce truc de bienveillance avec les gens et c'est assez marrant parce qu'on est dans un contexte de guerre, en fait. Qu'elle soit froide ou non, c'est la guerre, en fait. Donc c'est le conflit, c'est la malveillance. Et là, Wenders, il veut que... peut-être aussi donner une leçon à tous les spectateurs qui verront ce film, et peut-être lui aussi être dans un espèce d'espoir. Donc c'est peut-être que c'est un espèce d'alter ego à lui, tu vois, parce qu'il a peut-être un espoir que les humains un jour arriveront à s'entendre, quoi. Il y avait déjà ça un peu pas à l'échelle humaine et beaucoup, enfin de toute l'humanité et plus à l'échelle individuelle, mais dans Paris Texas. Donc en fait, Paris Texas, en fait il y a le personnage concrètement qu'on suit. On se rend compte à la fin, bon je spoil pas non plus, mais que bref, il y a peut-être qu'il y a des choses à se reprocher, quoi, clairement. Et en fait, du coup, ça fait que... Mais c'est fait avec d'une manière où en fait, quand il assume quelque part à la fin ce qu'il a pu faire, et d'une manière, je trouve, très belle, je dirais pas comment, mais... Oui. On retrouve en tout cas cette idée-là de s'écouter et de finalement accepter, comme on disait sur le passé de l'Allemagne nazie, accepter qu'on ait pu avoir des comportements et des façons de faire et être d'une certaine manière, même si c'est une des pires manières qui soit, quoi, mais de quand même pouvoir se reconstruire soi-même sans forcément aller pourrir la vie des autres encore plus, et d'accepter qu'on puisse être accepter qu'on puisse être malheureux d'avoir commis des choses, mais sans forcément rentrer dans une logique de se victimiser, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais si, carrément. En tout cas, vous voyez Paris Texas, hein. C'est pour moi son film préféré. C'est vraiment des films très doux, je trouve. Enfin, ils sont durs, mais ils sont doux, et je trouve que... C'est ça, c'est dur et doux à la fois. C'est dur et doux. Dur et doux. Dur et doux. Dur et doux. Et je pense que c'est comme ça que ça impacte le spectateur le plus, en fait. Parce que si t'es dans la brutalité et juste aller dans un peu l'affront, en tant que spectateur, tu peux peut-être plus te braquer, t'es en mode ce film m'a pas touché, j'ai pas envie. Alors que là, on est dans un truc de douceur, d'aller vers la personne. Tu vas essayer d'aller chercher les spectateurs, mais en même temps, en leur montrant un truc qui est hyper brutal, parce que la vie, la mort, etc. Mais si tu vas dans un cheminement de douceur et de bienveillance, il y a forcément vachement plus d'accroche en fait en face. Et ça se passe dans tous les rapports humains en fait. Totalement. Si on vient te parler et qu'on vient te rentrer dedans en mode on vient t'engueuler, moi je vais te foutre un aller-retour et je me barre, tu vois, j'ai pas envie de t'écouter. Alors tu viens vers moi, tu me parles. Douceur, nana. Ah bah oui, d'accord. Avec bienveillance, quoi. Les plans aussi, c'est ça. Enfin, juste pour parler un petit peu d'esthétique. Un tout petit mot. Je trouve que les plans aussi sont assez beaux. Il y a vraiment des mouvements de caméra. On a des mouvements de caméra subjective où on a vraiment l'impression d'être un ange, en fait. Il y a des beaux mouvements sur Berlin, etc. Mais c'est pas le premier le plan d'ouverture qui est... Je crois si. Ouais. Carrément. Donc ça met vraiment bien dedans. Et puis même moi, c'est des plans, genre le plan de la bibliothèque. Enfin, il y a des plans vraiment magnifiques. Carrément. Et puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes noirs et blancs préférés, vraiment. Je trouve que le noir et blanc marche vraiment bien. Et on le voit encore plus parce qu'il va être contrasté, parce qu'à un moment, quand il va devenir spoiler mortel, au bout d'un moment, va y avoir vraiment un passage à la couleur d'un coup.
Voilà, un changement de régime d'image. Un changement de régime d'image, en effet. Pardon, je précise et là, il n'y a pas d'interprétation à avoir, mais juste le fait d'avoir pour un même film 2 régimes d'image. Eh bien, je trouve, je sais pas, le noir et blanc, moi, je le trouve assez sublime et vraiment beau. Et il fait vraiment ressortir les contrastes, les architectures. T'as un plan avec une sorte de plaine dans la ville. Enfin, c'est super beau et ça marche super bien. Et il y a eu un deuxième film. Il y a une suite, ça je ne savais pas, qui s'appelle Si loin, si proche. Et là, c'est le deuxième ange, Cassiel, qui lui aussi veut devenir mortel, mais ça se passe pas très bien. Réalisé par Wim Wenders. Oui, j'ai vu ça, je te jure. Ah ouais. Et j'avoue, la bande-annonce, pas beaucoup de temps après, dans les années 90, je crois. D'accord. Et alors, la bande-annonce a l'air pas mal, mais j'avoue, j'ai pas envie de le voir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait bizarre du coup de se dire qu'il y a une suite aux Ailes du désert. Bon, bah, les Ailes du désert, c'est tellement un truc, une entité, un moment précis, tu vois, ce truc de guerre froide à part entière que voilà. Donc j'espère qu'en tout cas vous apprécierez ce film assez long, mais qu'il faut prendre comme une expérience, un truc d'ambiance. Et puis si vous dormez, peut-être que c'est bien aussi parce que dormir c'est super agréable. Finalement, est-ce que c'est pas les meilleurs films, c'est ceux devant lesquels on peut dormir? On pose la question. On se sent bien. Je pense aussi, mais vous recevez de la bienveillance et le plus important c'est d'en renvoyer aussi. Exactement. Voilà, soyez plus bienveillants quand vous sortez de cette séance. Telle la neige au soleil, renvoyer tout ce qu'on vous donne. C'est une leçon d'humanité et dans le contexte actuel, je pense que ça fait un peu du bien d'avoir ça. Clairement. Bon, en tout cas, on aurait tellement de choses à dire en plus sur ce film, très grand film de l'histoire du cinéma, mais malheureusement, il va falloir qu'on conclue. Merci Mia, merci Juliette d'avoir été là. Donc, on vous rappelle que c'était une séance en partenariat avec le musée de Bretagne, et on n'avait pas rappelé les dates au début, mais c'est donc l'exposition Mourir quelle histoire du 16 mars au 22 septembre, donc au Champ Libre, à Rennes. Donc voilà, n'hésitez pas. Le partenariat qu'on a mené, en tout cas, on nous a vraiment laissé assez libre sur le choix des films, et c'est assez cool. Donc, merci de nous avoir écoutés également. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est Tomboy et Victor Victoria. Exactement. C'est une autre ambiance. Here Come Trouble. Ça va être trop bien. Et Troubles, évidemment, un petit jeu de mots. C'est le trouble de genre, Victor Victoria, Tomboy. Oui, j'avais compris. Excuse-moi. Mais j'avais compris en fait. Moi, je suis bilingue allemand en fait. Bilingue. Excusez-nous. Bilingue. Français-allemand. Bilingue. Je suis bilingue, bonjour. Pardon. En tout cas... J'arrête, je vais me taire. Je vais te laisser terminer. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, on oublie à chaque fois, mais abonnez-vous et laissez des cloches ou des étoiles ou j'en sais rien de ce qui est sur votre plateforme d'écoute. Faites en tout cas, faites tout péter. Voilà. Soutenez-nous encore jusqu'au bout sur cette fin de semaine. Jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort. Soutenez-nous. Finalement. Mais et puis voilà. Et une bonne journée, une bonne soirée. Merci Sofiane. À la semaine prochaine. Ciao.